Bonjour à tous. Nous sommes le 19 juillet 2022, il est 14 heures et je suis ravi de partager avec vous 45 minutes de votre temps sous de forte chaleur pour aborder un sujet, ma foi, très intéressant qui est beaucoup discuté aujourd'hui dans l'univers de la publicité digitale, à savoir Performance Max. Cet environnement qui est nouveau, un peu disruptif, qui change pas mal de choses dans l'environnement Google. Donc, on a 45 minutes à partager ensemble. Ce que je vous propose, c'est que je vais passer un certain nombre de slides et nous laisser du temps à la fin pour que vous ayez la possibilité de poser toutes les questions que vous avez envie de poser, auxquelles j'essaierai de répondre le plus intelligemment possible. Donc, on va commencer par faire connaissance. Donc, je suis Cédric Stucki. J'ai rejoint Smarter E-Commerce en septembre de l'année dernière. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que j'évolue dans le marketing et la publicité digitale. Donc, je quand même roulé un peu ma bosse et je suis passionné par l'innovation, par la data et le e-commerce. C'est la raison pour laquelle c'est moi aujourd'hui qui discute avec vous. Smarter E-Commerce, c'est une société autrichienne qui a plus de 15 ans d'expertise dans le digital, le marketing, le e-commerce et plus particulièrement dans l'environnement publicitaire, Google, Facebook et programmatique. On travaille aujourd'hui avec plus de 480 clients. Nous sommes plus de 170 répartis dans plus de 5 pays et à peu près 90% de nos clients sont des retailers, petits, moyens ou grands. Alors, l'agenda d'aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est répartir en 3 phases. La première, on va définir de quoi on parle. Qu'est-ce que Performance Max? Qu'est-ce qu'il y a comme application? Quelles sont les contraintes, les enjeux, les opportunités de cet environnement publicitaire? Dans un deuxième temps, je présenterai aussi l'approche de Smarter E-Commerce pour Performance Max, qu'on appelle chez nous Enhanced PMax, où je vous montrerai aussi quelques résultats qui sont assez intéressants et qui permettent de mettre un petit peu en perspective l'approche qui est la nôtre. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se réserve un petit peu de temps pour des questions et des réponses. Si vous avez des questions, je vous invite à les garder pour la fin. Vous pouvez me les envoyer pendant, mais je n'y répondrai qu'à la fin. Si par malheur, je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions dans le temps imparti, pas d'inquiétude. On collecte toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu et elles seront publiées sur le blog dès demain, de telle manière à ce que vous ayez vos réponses rapidement. Alors, de quoi on parle quand on parle de Performance Max? La première définition, celle de la documentation API de Google, c'est un service d'achat unifié pour tout l'inventaire Google Ads. C'est assez impressionnant parce qu'effectivement, on change de paradigme et d'environnement. Là où avant, on était en silo, aujourd'hui, on a la possibilité, via Performance Max, de pouvoir effectivement adresser son audience sur tous les canaux et tous les services Google aujourd'hui. Donc ça, c'est une grosse différence. Quand on regarde en détail ce à quoi correspondait une campagne historique, on va dire, on avait une campagne qui était structurée toujours de la même manière, avec une campagne, un certain nombre de groupes dans la campagne. Quand on était sur du search, on avait la possibilité effectivement d'aller dans le détail sur des mots-clés ou des produits et des groupes de produits quand on était dans Google Shopping. Ce qui permettait une grande granularité, une transparence plutôt pas mal, et un contrôle manuel qui était très facile à mettre en place. La structure de Performance Max est complètement différente. On a toujours la notion de campagne, mais à la différence des campagnes Google Shopping ou Search classiques, on va avoir des asset groups, qui est donc l'intégralité du matériel textuel, graphique, vidéo, qui va être associé à l'asset group et à la campagne. On va avoir des listing groups, donc les groupes d'annonces qui vont être en lien direct avec votre Merchant Center. Et puis, on va avoir les signaux d'audience
qui est un mélange de ce qui était le remarketing chez Google avant, des signaux d'audience de Google. Donc là, on voit bien qu'il y a une vraie différence, puisque on décanalise en quelque sorte les différents actifs de Google. On sort des canaux à proprement parler pour s'orienter plutôt vers des thèmes ou des personas. On passe d'une notion de coût à une notion de valeur, et j'y reviendrai un peu plus tard. Et puis, c'est le pendant des changements, on va dire, la face cachée, c'est qu'on a aussi moins de transparence, moins de contrôle, on a plus d'automation, plus d'apprentissage et du machine learning. Une chose qui est intéressante à garder en tête, c'est qu'effectivement, le point le plus différenciant, ça va être qu'une campagne standard, on va dire, se pilotait avec une notion de CPC. En tout cas, historiquement, c'était la valeur cardinale. Aujourd'hui, on ne sera plus du tout sur cette notion-là, puisque le pilotage se fait tout en amont de la campagne. Alors, qu'est-ce que les campagnes de Performance Max ont de particulier, de spécial? Qu'est-ce qui change considérablement? Quels sont les enjeux qu'il y a derrière? Donc, on voit qu'on a des réminiscences de Smart Shopping sur la structure, sur l'importance de l'intelligence artificielle dans le pilotage des enchères et du bidding. On a aussi des emprunts au Responsive Display et au Dynamic Search. A priori, c'est ce que disent tous les ingénieurs de Google qui ont été interrogés, c'est que l'environnement Performance Max va servir de rampe de lancement pour toutes les nouveautés, les nouveaux services et les formats publicitaires qui vont être lancés dans le futur par Google. Et puis, très important aussi, sa croissance, son évolution va aller de pair avec les investissements, les aménagements que Google souhaite faire sur le Merchant Center, qui ont commencé. Il y a eu pas mal de bouleversements, de modifications cette année. Et donc, voilà, les deux vont aller de concert. Donc, on est sur une vraie évolution d'environnement et pas simplement sur un nouveau format qui viendrait s'ajouter à des formats existants. Mais comme je le disais précédemment, on va se retrouver aussi avec un système qui est fermé et opaque. Alors, il était déjà pas mal avant, et en particulier avec Smart Shopping qui avait commencé, mais là, on l'est encore plus, puisque finalement, on perd un certain nombre d'ajustements possibles, on aura moins de visibilité sur les emplacements qui sont sollicités, quelle est la part du display, quelle est la part du search, quelle est la part du shopping dans les conversions, dans les non-conversions et dans les investissements. Donc ça, c'est aussi un gros changement qui va nécessiter du coup une approche complètement différente de la gestion des campagnes, puisqu'on ne peut pas piloter Performance Max comme on aurait piloté une campagne search ou une campagne shopping standard. Et qui va impliquer aussi une vraie stratégie et de la vraie donnée, en tout cas la donnée qui va être pertinente et intelligente de telle manière à pouvoir orienter les algorithmes de Google dans le sens qui compte pour l'annonceur et pas nécessairement uniquement dans le sens qui compte pour Google. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va être dans une logique d'arbitrage et ce que je vais regarder un petit peu plus en détail juste après. Alors, à partir du moment où on est dans un environnement où l'intelligence artificielle, le machine learning est prédominant, ce qui est le cas dans Smart Shopping, se pose toujours la question de qu'est-ce qui peut faire la différence? Parce que finalement, c'est comme dans les voitures autonomes, si toutes les voitures ont accès à la même intelligence artificielle et le même environnement de données, ben finalement, c'est très difficile de savoir comment elles vont se comporter différemment, puisque finalement, elles vont toujours avoir le même comportement. Dans la publicité, c'est pareil. Donc, il faut être capable de déterminer quels sont les actifs de chaque entreprise, de chaque e-commerçant qui vont leur permettre de se différencier et donc d'être plus intelligents dans leurs investissements pour des résultats plus rentables. On est dans un environnement de black box. Personne, à part les gens de chez Google, et encore pas tout le monde, n'est capable de savoir quels sont les tenants et les aboutissants de l'intelligence artificielle et des algorithmes de machine learning qui sont utilisés. Donc, toute la partie centrale, finalement, du bidding à proprement parler, elle est inconnue. Personne n'a de capacité à l'influencer pendant que l'algorithme fonctionne. En revanche, on a la possibilité d'aller travailler sur des parties apport de données, donc en input, et en output, donc en sortie de données. Donc, quels sont les résultats, comment on les analyse. Cet après-midi, on va se focaliser
plus sur la partie apport de données, parce que c'est celle qui permet d'orienter et d'animer la stratégie de campagne, mais les résultats ont aussi leur importance et j'y reviendrai aussi. Donc, ces fameux inputs, ces apports stratégiques, si on veut utiliser un mot français, en quoi ils consistent? Quand on regarde aujourd'hui le setup, qui d'ailleurs est proposé par Google par défaut quand on switch une campagne Smart Shopping à une campagne Performance Max, ce qu'on observe, c'est qu'on a souvent une campagne qui va couvrir soit tous les produits, soit des catégories de produits et des groupes cibles. Donc là, dans cet exemple, hommes, femmes, enfants, si on est sur du retail de mode, par exemple, on aura effectivement un certain nombre de catégories de produits, des groupes cibles, et puis un objectif de performance par campagne. Donc ça, c'est un setup simple, et il faut juste éviter de tomber dans un setup qui serait non pas seulement simple, mais simpliste, parce que sinon, on va se retrouver dans une situation où on va avoir un certain nombre d'insights, d'entrées de data qu'on peut et doit utiliser pour être capable d'orienter vers de la performance, qui sont voilà, des indications de marge, de concurrence de prix, est-ce que le produit est en promotion, est-ce qu'il y a des réductions, depuis quand le produit est en stock, quelle est la disponibilité, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau modèle, d'un ancien modèle. Voilà. Toutes ces informations-là sont ultra intéressantes parce qu'elles vont déterminer l'importance de la conversion par rapport à son coût et par rapport au profit qu'il peut générer, alors qu'avec dans un cadre de setup trop simple, on ne va pas être capable d'utiliser ces insights de manière pertinente. Donc, les contraintes d'un setup qui serait trop simple, c'est qu'on ne va pas être capable d'identifier les données pertinentes, donc du coup, pas être capable de fixer des objectifs qui sont pertinents. Ça va être très simple d'intégrer des données. Le setup lui-même va être du coup de plus en plus complexe, parce qu'on va rajouter des couches sur une organisation qui n'est pas très matricielle. Et puis, il va se poser de toute manière la question de l'allocation dynamique des produits qui ne va pas être optimale. Et alors, sur ce point-là, il faut garder à l'esprit une chose, c'est qu'il y a toute une partie qui peut être gérée par Google et qui est gérée très bien. Voilà, donc la raison pour laquelle Google va enchérir d'1 centime ou de 2 centimes ou ne pas passer d'option sur un de vos produits, elle est calculée sur la base de centaines, voire de milliers ou probablement de millions de signaux. Et ça, cette analyse, elle est faite pour votre campagne comme elle est faite pour la campagne de tous vos concurrents. Donc là-dessus, il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas de clients qui sont favorisés par rapport à d'autres. Et c'est donc vous qui devez définir quelles sont les données qui sont importantes pour vous, auxquelles Google n'a pas accès. Donc, c'est ce qu'on appelle les données hors flux et hors canal, donc celles que Google ne connaît pas, qui peuvent être par exemple quel est votre niveau de stock, quelle est la disponibilité taille couleur, quel est votre taux de vente, quel est votre taux de rotation de stock, quel est votre cycle quel est le cycle de vie de votre produit, quelle est votre marge brute, quelle est votre attractivité des prix, quelle est l'élasticité des prix, et ainsi de suite, quel est votre CLV. Ça, c'est toutes des informations que Google ne connaît pas et qui vont faire qu'une campagne va être plus rentable ou plus performante pour vous qu'elle ne le serait si vous n'utilisiez pas ces informations qui vous sont très spécifiques. Un exemple très basique, assez trivial, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est le cycle de vie d'un produit. Donc, entre le moment où il arrive, une nouvelle collection, et puis le moment où il est depuis trop longtemps en stock, il va passer un certain nombre de choses. Et il faut garder à l'esprit que ce qui est valable pour un produit est valable pour tous les produits. Donc, si dans votre flux produit, vous avez 50 000 produits, 500 000 produits ou 5 millions de produits, sur ces 5 millions de produits, chaque produit a son rythme, est à un niveau différent de son cycle de vie. Or, le cycle de vie d'un produit a une énorme influence sur l'opportunité ou non d'avoir une conversion à un coût donné. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une approche qui est donc l'approche qu'on appelle Enhanced Performance Max, qui s'appuie sur l'architecture de Performance Max avec des aménagements qui permettent justement d'être capable de gérer un stock de produits énorme
avec des valeurs et une importance qui vont être changeantes au fur et à mesure du temps, toujours adaptées, et de telle manière à ce qu'on puisse derrière donner des résultats probants. Alors, ça fait pas tout à fait un an qu'on travaille sur Performance Max, en tout cas, ça fait maintenant depuis janvier qu'on travaille avec un certain nombre de nos clients sur une optimisation. Donc, on tâtonne encore, on n'a pas aujourd'hui de martingale absolue et parfaite. En revanche, on a des résultats qu'on trouve très intéressants que je vais partager avec vous un peu plus tard. Il y a d'autres approches sur le marché qui sont sans doute tout à fait valables. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais toutes méritent d'être testées. Alors, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, quels sont les, on va dire, 5 aspects ou points, on va dire, lieux d'intérêt d'une définition d'objectifs qui sont des objectifs business et différenciants. Ça va être tout ce qui est relatif à la valeur de conversion, votre marge brute, profit, chiffre d'affaires, ainsi de suite. Ça va être lié aussi à la structure des campagnes. Est-ce que je peux mettre en place une segmentation qui soit stratégique et qui fasse sens pour ma marque, mes produits, mon positionnement par rapport à d'autres? Évidemment, l'aspect du pricing produit est ultra important aussi, en particulier quand on vend des produits qui sont vendus par d'autres aussi. Et donc là, ça va être quelle est ma dynamique de pricing, quels sont mes discounts, comment est-ce que je peux piloter à la marge. La partie asset et création créative est très importante aussi. Donc, il faut évidemment que ce soit de bonne qualité, il faut que ce soit adapté à votre audience. Et l'audience en particulier, elle va être liée à tous les insights que vous avez de vos clients. Il y a la CLV, mais pas que, et c'est effectivement extrêmement important. Donc, ces 5, on va dire, piliers sont absolument ultra pertinents, ultra importants, et il faut pouvoir être capable de définir ceux qui sont les plus importants pour vous et d'adosser une structure de campagne qui va être adaptée. Donc, la première étape qu'on met en place, c'est donc de segmenter les campagnes avec les bonnes données et les bons objectifs. Donc, je vous donne quelques exemples sur cette slide-là. Ça va être effectivement s'appuyer sur toutes les données du flux, qui sont en l'occurrence maîtrisées en général à 100% par les équipes et qui permettent finalement d'avoir un alignement sur les objectifs marketing de la société et d'optimiser le taux de stock. À ça, on peut aussi ajouter toutes les données qui vont être des données de concurrence. Donc, comment votre prix se positionne par rapport à vos concurrents, quelle est la pression des concurrents, est-ce que vous êtes 12 à vendre le même produit, est-ce que vous êtes 1,5 million, quels sont les segments de concurrence qui sont importants. Et donc là, en l'occurrence, ça donne comme capacité d'être meilleur que ses concurrents, de protéger votre part de marché et d'améliorer votre retour sur investissement. Et puis ensuite, il y a un troisième point qui est ultra intéressant aussi, qui est de segmenter par les données de panier. Donc, quand on parle de données de panier chez SMEC, on fait la différence entre le fameux dilemme entre le produit acheté et le produit cliqué, puisque effectivement, le produit acheté n'est pas forcément celui qui a été cliqué et que ça donne lieu à des différences de chiffre d'affaires, de panier moyen, mais aussi de marge. Et donc, en l'occurrence, ça permet d'identifier quelle est la marge du panier et d'optimiser, de structurer un positionnement et un enchérissement des campagnes sur cet aspect-là, d'être capable d'identifier ce qu'on appelle les openers, donc quels sont les produits qui sont cliqués mais qui ne sont jamais achetés, pour lesquels il faut définir aussi une structure de campagne spécifique, parce que ces produits-là ne sont fondamentalement pas rentables en eux-mêmes, ils sont absolument indispensables pour générer une bonne valeur de conversion. Et puis, pareil pour les produits de remplacement. Donc là, en l'occurrence, avec ce troisième pilier, on va dire, de segmentation, on va porter notre attention sur les bons produits, en quelque sorte, et se focaliser sur la marge. Et par exemple, un exemple, en l'occurrence pour un de nos clients qui vend des pièces détachées automoto, on a mis en place 4 structures, enfin 4 campagnes plus exactement, avec en abscisse comment se situent les produits par rapport à la concurrence. Est-ce que la concurrence est importante, est-ce qu'elle est faible? Et puis, est-ce que l'index de prix, donc est-ce que le prix pratiqué par notre client est intéressant par rapport au prix pratiqué par les concurrents ou pas? Et du coup, ça nous donne 4 campagnes avec à chaque fois des ROAS ou des ROI qui vont être définis différemment et de telle manière à pouvoir donner la priorité à celles qui vont être les plus intéressantes et les plus génératrices de profit pour le compte de notre client. Là, c'est l'exemple d'un setup avec
pareil, une attractivité des prix et une pression concurrentielle sans optimisation. Et ce qu'on voit là, c'est que sur la gauche, on a donc accès à la part des investissements par différents clusters, on en a toujours 4, et la valeur par clic, donc on va dire la valeur de conversion pour un clic donné, en parallèle. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, les investissements sont surreprésentés dans les clusters qui ne sont pas forcément les plus générateurs de marge ni de chiffre d'affaires pour le compte du client. Donc, on a un désalignement entre ce qui est important pour le client et la part d'investissement qu'il va mettre sur ces différents clusters. On reviendra sur cette slide un tout petit peu plus tard, parce que je voudrais la mettre en parallèle avec une autre. Mais là, typiquement, on est dans une configuration où le setup est bon et les résultats ne sont pas bons. Pourquoi ils ne sont pas bons? Parce qu'il faut définir des objectifs qui soient pertinents, sélectionner des critères de performance qui soient pertinents, mais derrière, il faut avoir tout un setup et toute une structuration de campagne qui va être capable d'obtenir ces résultats et surtout de pouvoir les faire vivre au jour le jour. Donc, le flux produit et le clustering intelligent sont définis. Les petits points bleus correspondent aux différents produits selon les différents objectifs de campagne. Donc, on a stock élevé et marge élevée à gauche, marge élevée et index prix favorable au milieu. Et puis, voilà, tous les produits qui ont été rajoutés depuis ces derniers jours. Donc, très intéressant parce que, voilà, en général, ce sont les plus rentables et qu'ils ont une valeur de stock très faible. À chacune de ces campagnes, on va donc mettre en place des assets groupes qui peuvent être ceux qui sont pertinents pour vous. Dans cet exemple-là, on est sur une segmentation très classique, femmes, hommes, enfants. Donc voilà, l'intérêt d'avoir cette structure-là, c'est que les outils de VROS vont être différents et les produits vont être clusterisés de manière différente. Donc, on ne se retrouve pas avec un produit qui n'est pas à sa place et qui, du coup, va avoir un impact négatif sur la performance de la campagne. Les assets groupes sont absolument indispensables parce qu'ils permettent de rajouter, donnent des capacités de ciblage et de granularité complémentaires. C'est un grand avantage de Performance Max par rapport à son ancêtre Smart Shopping, c'est qu'on a justement cette capacité d'ajouter des assets groupes qui sont absolument vraiment importants, sachant que on n'a pas de limitation en asset group. Aujourd'hui, on peut en rajouter, je crois, jusqu'à 200. Après, la vraie question, la vraie importance, c'est de savoir à quel moment on est trop granulaire et on perd la vision qui permet et la capacité d'analyse. Et puis aussi, il faut toujours garder en tête qu'on est sur de l'intelligence artificielle et du machine learning et que du coup, il faut quand même un volume de data minimal pour que l'algorithme puisse apprendre. Si on est sur du trop spécifique, l'algorithme va perdre tellement de temps à apprendre qu'il ne donnera pas de résultats très pertinents. Troisième étape et demie, on va dire, quelque chose qu'on a testé avec un certain nombre de nos clients aussi, c'est une approche hybride où on a des campagnes qui vont être performance max et des campagnes qui vont être des campagnes standards. Ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça permet sur une partie des campagnes, de garder le contrôle, la visibilité sur les insights, comme on les avait au bon vieux temps, en quelque sorte. Donc, ça, c'est assez intéressant. Permet de booster certaines campagnes ou certains groupes de produits avec un algorithme qui est plus puissant que les algorithmes initiaux des campagnes standards. Donc, ça, c'est intéressant. En revanche, ce qui est un peu compliqué, c'est que comme d'habitude, il faut toujours faire en sorte qu'aucun produit ne se retrouve dans plusieurs campagnes, parce que sinon, par définition, les campagnes performance max vont prendre la main. L'algorithme est programmé pour prendre la main sur n'importe quel autre type de campagne. Donc, du coup, c'est habiller Paul en déshabillant Pierre, on va dire. Et puis, ce qui rend les choses aussi un peu compliquées, c'est d'être capable ensuite de comparer les choses qui sont comparables, puisque, comme on l'a vu depuis le début, Performance Max, ce n'est pas que du shopping, ce n'est pas que du search, et donc on va avoir tendance à vouloir comparer des pommes et des bananes, et donc du coup avoir des biais d'analyse. Donc c'est une approche qui est possible. On a fait pour un certain nombre de clients qui en particulier avaient peur des conséquences de la migration sur Performance Max et qui voulaient garder un minimum de contrôle. Ce qu'on a vu avec ces clients, c'est qu'au bout d'un certain temps, les campagnes Performance Max performent mieux, et donc en fait, naturellement, on a tendance à abandonner petit à petit des campagnes standards qui sont
pertinentes, mais qui ont tendance à générer des résultats qui sont moins intéressants et une scalabilité un peu plus réduite. Et enfin, la dernière étape qui est absolument indispensable, sinon rien de tout ce que je vous ai montré avant ne fonctionne, qui est la partie d'automatisation. Et donc là, on revient sur la partie, sur ce qu'on sait faire, nous, depuis très, très longtemps, c'est-à-dire être capable de rajouter la petite brique logicielle supplémentaire qui permet de rendre tout ça très facile et automatique et d'enlever la partie de gestion manuelle qui peut être fastidieuse, voire absolument impossible quand on est sur un flux de produit qui est trop important. Donc là, on voit bien sur la gauche le produit, les couleurs correspondent à différents attributs. Et donc, on voit qu'automatiquement, tous les jours et de manière transparente, en fait, des produits qui étaient dans une catégorie vont basculer dans une autre, des produits qui n'étaient pas dans des catégories vont arriver, des produits qui étaient dans une catégorie vont disparaître, et que tout ça, ça demande une mise à jour en permanence, de telle manière à avoir toujours des campagnes, des assets groupes qui soient à jour, pertinents et cohérents. Donc là, on est dans une logique où cette partie-là, pas très intéressante d'un point de vue intellectuel, est absolument indispensable et elle est, on va dire, le pilier sur lequel va s'appuyer la performance de la campagne au fur et à mesure de son évolution. En dernier point, on utilise évidemment les custom labels, donc ça n'a pas changé, ça existe depuis, on va dire, quasiment une quinzaine d'années. Donc, les custom labels sont très importants. Aussi important que les assets groupes, aussi important qu'en fait le setup, la structuration des campagnes, parce que c'est ces custom labels qui vont nous aider à pouvoir donner des conditionnalités et des additionnalités d'objectifs de performance. Donc là, on va être effectivement sur l'exemple d'un retailer sport et outdoor, sur des logiques où on combine un certain nombre d'objectifs, que ces objectifs-là vont être utilisés via les custom labels, et les custom labels vont pouvoir, du coup, pour chacune des campagnes qu'on va mettre en place, avoir une structure qui est similaire. Et j'insiste sur le fait que la partie la plus à droite, dans l'exemple de la campagne marge vraie, qui est autre, est très importante. Donc, c'est en général pas les produits les plus rentables, ni les produits les plus vendus, mais ce sont eux qui sont les 80% qui vont faire les 20% du chiffre d'affaires et de la marge. Donc, il ne faut pas les laisser pour compte. Donc, ils ont le droit aussi aux mêmes soins que des top-sellers ou des produits très importants, très margeants. Simplement, ils vont être catégorisés différemment parce qu'ils sont un peu moins intéressants, il faut en tenir compte quand même. Et donc, on fait pareil avec des objectifs de marge médiane, on fera pareil avec des objectifs de marge faible, puisque le but étant de pouvoir maintenir un degré de performance élevé, même si tous les produits n'ont pas la même contribution au profit en général. Et donc là-dessus, évidemment, on va adresser en plus, en tout cas pluguer en plus, les signaux d'audience qui sont first party et les données third party tant qu'on peut les utiliser, parce qu'elles vont venir alimenter l'algorithme et lui donner plus d'informations, donc une capacité à trouver plus d'enchères qui soient pertinentes. Comment ça se met en place chez SMEC? Donc, on a toutes vos données qui sont à gauche, qui sont vos données que personne d'autre n'a, qui vont être transmises à SMEC en dehors du Merchant Center via notre plateforme qu'on appelle Online Retail Growth Platform. Dans cette plateforme-là, en fait, c'est au sein de cette plateforme que nos ingénieurs marketing vont retranscrire, adapter, mettre en forme les données de telle manière à ce qu'elles soient le plus unifiées possible, et ensuite les transférer directement nos tableaux de bord, la partie automatisation, qui va permettre de manière très intuitive et très facile, via une interface qui est vraiment super simple, définir les différents objectifs, les clusterisations, ce qu'on attend comme retour sur investissement, sur rentabilité, et ainsi de suite, de telle manière à ce que ce soit de nouveau pilotable comme ça pouvait être par le passé. Donc, je reviens sur la fameuse slide qu'on avait abordée tout à l'heure, où on avait un désalignement entre les investissements par cluster de produits et la rentabilité qu'on obtient. Donc là, on voit clairement qu'il y a un gros désalignement et que les investissements ne sont pas du tout placés à l'endroit où ils devraient l'être. Donc là, on a fait une étude avec un de nos clients sur 90 jours, donc avec un setup Performance Max classique avec très peu d'aménagement manuel.
Et en comparaison, notre approche de Performance Max, donc on va dire Enhance, donc en noir, ce sont les résultats de Google tout seul, et en bleu, ce sont les résultats de Google, le client, et SMEC. Et donc, on a 3 catégories. La première catégorie, la première campagne, c'était un prix très favorable et une concurrence faible, on va dire le terrain de jeu absolument parfait. Un index de prix défavorable et une forte concurrence au milieu. Donc ça, pour le coup, on va dire des produits qui ne sont pas très rentables et sur lesquels tout le monde se bat. Et puis, tous les autres produits à droite. Donc, sur la campagne de gauche, donc, la campagne de gauche, donc prix favorable, concurrence faible, c'est 4% des produits du client. Et index de prix défavorable et forte concurrence, 20%, 76%, c'est le reste. Performance Max tout seul n'a réussi à investir que 5,2 des investissements. 13% sur la partie la plus complexe, la moins rentable, et 81% sur tout le reste. On est en cohérence sur le reste. Là où, chez SMEC, on a réussi finalement à forcer l'algorithme à investir 62% des investissements dans la catégorie qui est la plus rentable pour le client, 4% dans la catégorie qui est la moins rentable pour le client, et 32% dans tout le reste. Donc là, on est sur des résultats où on voit que en paramétrant, en segmentant et en donnant des contraintes et des objectifs spécifiques par campagne, il est possible d'allouer intelligemment des investissements. Là, on parle de coût. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la valeur par clic qu'on constate. Donc là, en l'occurrence, dans la catégorie la plus intéressante, on a été capable d'avoir une contribution de valeur par clic bien plus intéressante. C'est encore plus impressionnant sur la partie index de prix défavorable, forte concurrence. Et même sur tout le reste, on est une meilleure allocation budgétaire et une amélioration de la performance par clic. Pour information, et ça en l'occurrence, ce n'est pas sur les slides, quand on compare aujourd'hui la performance globale de Performance Max avec nos clients, quand on compare la situation dans laquelle ils étaient quand ils utilisaient des campagnes standards, la différence, elle est entre 40% et 70%. On a quelques clients qui sont même au-dessus, mais on va dire en moyenne, c'est entre 40 et 70% d'amélioration. Donc, l'algorithme par lui-même, de toute manière, est capable de générer une grosse amélioration dans la plupart des cas. Quand c'est en plus piloté avec l'approche de SMEC, on est vraiment dans des améliorations qui sont très notables, bien plus importantes que quand on avait constaté la bascule entre campagne standard et smart shopping. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc, pour conclure, avant de commencer à répondre aux questions, il y a 4 points sur lesquels il faut se rappeler. Donc, en fait, il faut être capable de basculer d'une notion de retour sur investissement comme un objectif à part entière, là où maintenant, le retour sur investissement va plutôt être un levier pour atteindre vos objectifs. Et vos objectifs sont autre chose que du retour sur ad spend. Ça peut être n'importe quoi qui est pertinent pour vous. Ça peut être de la CLV, d'augmentation de nombre de conversions ou une augmentation de la marge. Mais le retour sur investissement comme un objectif est un levier, j'ai envie de dire, est un objectif suranné. C'est devenu un levier très intéressant parce qu'en l'occurrence, c'est lui qui va glisser, qui va pousser le curseur plus à droite ou plus à gauche, mais il n'a pas de véritable pertinence en soi. De la même manière, avec Performance Max, il faut être capable de penser non pas seulement en croissance globale, mais en croissance segmentée, parce que tous vos segments n'ont pas la même valeur. Et qu'avec Performance Max, il est possible de privilégier les segments qui sont les plus rentables pour vous, les plus intéressants, les plus stratégiques, et non pas simplement en moyenne de performance telle que c'était piloté ou telle que ça peut être proposé par Google tout seul. Il faut être capable de faire confiance à une technologie d'automatisation qu'on ne comprend pas. Encore une fois, on est dans un environnement de black box. L'algorithme, personne ne le connaît, personne n'est capable de l'influencer pendant qu'il fait ses calculs. En revanche, il est tout à fait capable de l'orienter avec la définition d'objectifs qui sont personnels et qui sont clairs,
et de mettre la donnée qui est pertinente en face, de telle manière à pouvoir alimenter, guider et orienter l'algorithme. Et puis, dernière chose, voilà, hein, Performance Max, c'est une décanalisation. Donc, piloter les campagnes search, shopping et display de manière séparée ou siloisée, comme ça pouvait l'être par le passé, c'est fini. Aujourd'hui, c'est all-in, on va dire, ce qui ne veut pas dire que chacun des canaux n'existe plus en l'état, mais il ne se pilote plus de la même manière. Donc, voilà. Merci pour votre écoute. J'espère avoir en tout cas, apporter des informations qui vous seront pertinentes, qui vous permettront de mieux appréhender cet environnement qui est Performance Max. Et je suis maintenant à votre écoute pour répondre à vos questions. Donc, j'en ai vu quelques-unes. Donc, peut-on avoir des campagnes avec des produits communs et des exemples de ciblage d'audience différents? N'y a-t-il pas de risque de cannibalisation si Google étend ses audiences? De manière générale, avez-vous des problèmes quand certains groupes de produits ou certains segments sont sur différentes campagnes? Alors, non. Alors, on ne peut pas avoir un produit dans plusieurs campagnes, c'est sûr, parce que sinon, c'est une des campagnes qui va prendre la main et le produit dans l'autre campagne n'aura aucun intérêt. En revanche, on peut mélanger des audiences, ça pose absolument aucun souci, à partir du moment où on sait ce qu'on doit attendre. Donc, si on mélange tout sans structure, on aura des résultats qui ne seront pas pertinents. Mais si en revanche, on définit des groupes d'objectifs qui peuvent être différents, donc sur cette catégorie de produits-là, moi, je m'attends à un retour sur investissement de temps parce que c'est des produits qui margent à temps. Sur ces produits-là, je suis capable de booster, de dégrader au contraire mon retour sur ad spend parce que ça fait très longtemps qu'ils sont en stock et en fait, ils me coûtent très cher. Donc, du coup, j'ai envie qu'ils s'en aillent très vite et ces produits sont tout nouveaux. Donc, au contraire, je vais avoir une attente de profitabilité ou de marge brute qui vont être très élevées. Peut s'appliquer à différentes catégories de produits. Et encore une fois, nous, on automatise, c'est-à-dire que des produits qui étaient dans une des catégories, un des clusters, vont basculer dans un autre cluster, dans une autre catégorie, donc répondre à d'autres objectifs, hein, sachant qu'en plus, on a des custom labels qui sont là pour guider et rajouter des contraintes. Donc, en fait, on peut le faire. Ce qu'on ne peut pas faire, en revanche, c'est mettre le même produit dans différentes campagnes, parce que là, pour le coup, ça ne donnera aucun résultat, si ce n'est de brouiller complètement les cartes. Donc voilà, je vois qu'il y a d'autres questions. Donc, est-ce qu'on peut faire des campagnes B2B et B2C? Oui, on peut. Il n'y a aucune contrainte. La seule contrainte que j'ai précisée tout à l'heure, c'est une contrainte de volume de données. Donc, sur des campagnes B2B qui s'adressent, qui sont capables de générer des gros volumes de données, ça ne pose absolument aucun souci. En revanche, sur des campagnes B2B ou B2C d'ailleurs, dans lesquelles l'audience va être ultra restreinte, très, très, très segmentée, très spécifique, j'attire l'attention sur le fait que l'algorithme va prendre plus de temps que pour d'autres campagnes pour trouver la bonne argumentation, la bonne orientation, et que s'il n'y a vraiment pas du tout assez de données, il ne sera même pas capable de générer des bons résultats. Donc, sur une campagne avec une audience très spécifique, très limitée et très peu de volume, mon conseil, ce serait de rester sur des campagnes standards sur lesquelles vous êtes capable de toute manière ensuite de piloter presque intégralement manuellement et de pouvoir du coup dépasser les curseurs. Ça fait partie des quelques cas où l'intelligence humaine manuelle va être plus efficace que l'intelligence artificielle. Alors, troisième question, combien de campagnes simultanées peut-on activer dans Performance Max? Alors, si je ne me trompe pas, je crois que Google limite à 200. Après, on en revient exactement à la même contrainte. Notre conseil, ce serait de ne pas multiplier le nombre de campagnes qui tendraient vers une grande granularité. On a toujours envie d'avoir la plus forte granularité d'informations, donc de multiplier le nombre de campagnes. Il faut éviter l'écueil de multiplier des campagnes avec lesquelles on va avoir très peu d'insight, parce que sinon, on va limiter l'algorithme dans sa capacité d'apprentissage et on va aussi se retrouver dans une situation où c'est très compliqué d'avoir une analyse parce que quand on a une conversion par campagne et qu'on a du coup 200 conversions qui viennent de campagnes différentes,
peut être parfois très compliqué de décider quelles sont celles qui méritent le plus d'attention, quelles sont celles qui ne sont pas rentables du tout ou qui ont un setup qui n'est pas adapté. Donc, notre conseil, ce serait de ne pas aller au-delà de 10, sauf cas très, très particuliers. Avec 10 campagnes en cumulé, il y a déjà vraiment matière à pouvoir lancer des A/B tests dans tous les sens et de voir effectivement quel est le setup qui est le plus adapté pour vous. Alors, une autre question. Peut-on utiliser des mots-clés négatifs dans PMax? Alors, c'est possible, mais ce n'est pas accessible directement. Il faut passer par Google pour le faire. Donc, aujourd'hui, ça peut être un peu complexe, mais c'est en tout cas possible, ce qui est en l'occurrence une amélioration, en tout cas une possibilité qui n'était pas proposée dans Smart Shopping et qui l'est aujourd'hui, qui est assez intéressant, sachant que en temps normal, les campagnes Performance Max prennent la main sur n'importe quel autre type de campagne Google, sauf sur le search, quand le search est configuré en exact match. Et auquel cas, c'est les campagnes search qui vont continuer à prendre la main. Si le setup du search n'est pas en exact match, on va se retrouver avec PMax qui va prendre la main. Donc, pareil pour les mots-clés négatifs, c'est faisable, mais il faut demander à Google de le faire pour vous. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire tous les jours, ou alors si vous le faites tous les jours, c'est que vous avez une excellente relation avec Google, et c'est très bien pour vous. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas de tous les clients qui travaillent avec Google aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Faut-il continuer les campagnes search? Est-il possible de combiner les deux? Y a-t-il un intérêt? Alors, oui, on peut continuer les campagnes search. En l'occurrence, toute la partie branding reste absolument indispensable et n'est pas du tout couverte par Performance Max. Donc, ces campagnes-là, elles ont absolument nécessité à être maintenues. Les campagnes search qui ne seraient pas des campagnes branding ont un intérêt. En l'occurrence, moi, en tout cas, je suis persuadé qu'elles ont un intérêt propre, avec une rentabilité propre, qui n'est pas nécessairement toujours couverte de la bonne manière par l'algorithmique. Donc, moi, j'insiste à le faire. Et encore une fois, comme je vous l'indiquais précédemment, avec un ciblage en exact match, on a la possibilité de maintenir les deux. Et donc, du coup, de ne pas avoir l'un qui va empiéter sur l'autre. Après, encore une fois, ce qui va là pour un client n'est pas forcément pour un autre. Donc, ça fait partie des tests à mettre en place, de regarder si une configuration avec du search indépendant de la stratégie Performance Max est plus intéressante, moins intéressante que quand elle est inclue dans Performance Max. C'est techniquement possible. C'est dans certains cas très recommandé. Je pense qu'il y a aussi des cas où ça ne le serait moins, mais c'est techniquement possible. Alors, quand on a une campagne généraliste qui fonctionne bien, est-ce que vous souhaitez segmenter pour gagner en retour en ad spend? Est-ce que le fait de refaire une campagne va vous faire recommencer à zéro ou vous constatez la récupération de données de la campagne précédente? C'est une question très intéressante. Ça dépend. Ça dépend comment c'est fait. Il y a toujours un risque que quand on bascule d'un setup à un autre, l'algorithme ait besoin d'une adaptation. Quand on bascule de Smart Shopping automatiquement à Performance Max, et l'ingénieur de Google disent qu'il faut compter selon le volume, entre une semaine et 3 semaines avant que l'algorithme récupère suffisamment de données pour pouvoir être en phase d'optimisation. Donc oui, il y a toujours un risque. Nous, ce qu'on fait systématiquement, c'est qu'on laisse cohabiter deux types de campagnes en parallèle, le temps que PMax ait eu le temps de monter en volume et au moins atteint les objectifs de performance qui étaient ceux du type de campagne précédente. Et à partir du moment où cette performance est atteinte, on peut progressivement désactiver les autres. Moi, c'est l'approche que je recommande systématiquement parce que si pour une raison ou pour une autre, et ça arrive de temps en temps, Performance Max n'est pas fait pour vous, pour plein de raisons, ça évite de se retrouver avec une campagne qui ne performe pas et d'anciennes campagnes qui ne performent plus parce qu'elles ont été débranchées. Donc, on maintient les deux. On navigue à vue pendant 2-3 semaines et puis quand on s'est fait sa propre vérité sur est-ce que ça fonctionne mieux ou pas, là après on peut désactiver l'une pour activer l'autre. S'il n'y a
pas d'autres questions. Je vous propose de nous arrêter là pour aujourd'hui. De toute manière, ceux qui le souhaitent peuvent évidemment m'envoyer toutes les questions qu'ils veulent et je me ferai un plaisir de leur répondre. On a aussi Mike Ryan qui a fait le même webinaire que moi pour nos clients anglophones qui alimentent le blog en permanence et qui aiment à répondre à toutes les questions auxquelles personne d'autre n'aurait répondu. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, à m'interroger, me solliciter si vous avez besoin de précision. J'espère que ça vous a apporté des réponses à des questions que vous vous posiez et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi en espérant que vous n'ayez pas trop chaud. Donc, écoutez, à très bientôt et au revoir.